Bonjour à tous merci donc d'être présents pour cette nouvelle web rencontre certification avec là sur la thématique psychiatrie et santé mentale. Donc nous allons être plusieurs à intervenir. Donc tout d'abord, moi je me présente Anne-Laure Richard, pharmacienne et gestionnaire de risque donc à Calva, et puis ma collègue. Et donc, je suis Lucie Livet, ingénieure qualité, missionnée sur les formations sur analyse systémique et certification avec Anne-Laure. Alors, concernant notre ordre du jour, en 4 temps, on va d'abord commencer par une introduction où là, on aura un rappel des critères en fait et des attendus, notamment en lien avec le nouveau manuel de certification de septembre 2025. Ensuite, parce que vous savez qu'on veut toujours laisser une place importante au retour d'expérience. Donc là, aujourd'hui, on a 3 retours d'expérience et 3 retours d'expérience complémentaires avec, il y aura tout d'abord le CH du Rouvray avec Madame Marie-Hélène Roux. On aura le PSM de Caen. Alors là, juste comment particulier, ce sera une session enregistrée. Monsieur Kins n'a pas pu être présent et donc il est venu dans les locaux de Calva comme ça pour enregistrer son retour d'expérience. Et donc là aussi, là, ça sera un retour d'expérience par rapport à plusieurs actions d'amélioration en lien avec notamment suite à une visite de non-certification. Et puis enfin, le troisième retour d'expérience, ça sera la Fondation Bon Sauveur par Madame Annabelle Lagnès. Et donc là aussi, qui nous parlera des actions en cours pour se préparer à une prochaine visite de certification. Donc, on fera bien sûr comme d'habitude, un échange après entre tous, donc soit avec le chat, soit avec les micros. Et puis, on terminera, mais là, ça sera très court, juste quelques outils on s'est permis de vous remettre, et notamment avec les différents liens, et puis le calendrier sur les prochaines dates à venir pour Calva. Voilà, donc si c'est bon pour tout le monde, on va commencer. Donc d'abord, pour la santé mentale et psychiatrie, alors on sait que enjeu majeur de santé publique et ça a été érigé donc grande cause pour l'année 2025. Donc c'est vrai que sur une thématique là qui concerne adultes, enfants, ados, voilà, toute population. Et donc 6 critères spécifiques que vous avez déjà de toute façon tous eu connaissance, avec notamment 2 critères impératifs. Donc là, on reviendra un petit peu plus particulièrement donc, dessus, sur ces 2 critères impératifs. Et puis 4 critères standards, donc là spécifiques, et donc qui vont concerner le projet de soins notamment, l'accès aux soins, avec notamment une mise en avant des liens donc avec les structures ambulatoires et les de psychiatrie et puis les services d'urgence. Un volet sur la prévention de l'acte suicidaire. Et donc là, justement, on aura un retour d'expérience qui sera ciblé autour de ce risque suicidaire. Et enfin, un autre critère qui est plus autour du PTSM, donc du projet territorial de santé mentale, et là, qui est un outil qui vise à améliorer tout ce qui est accès, qualité et coordination des parcours au sein d'un territoire, en fait, en santé mentale. Donc là, ça, c'est pour le récapitulatif des différents critères. Alors, donc, on va passer à la diapo suivante, justement, avec le premier critère impératif. Voilà, donc aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on s'est permis de remettre le résultat, mais c'est un résultat qui n'est pas complet finalement. On a remis, oui, 13% des établissements présentent des difficultés à répondre aux attendus, mais là, c'est les premiers chiffres qu'ont donné la HAS en retour. Mais en tout cas, c'était juste pour dire que ce critère impératif aujourd'hui, voilà, n'est pas encore conforme donc pour tous les établissements. Et donc, bon, c'est des premiers chiffres, mais vu que tous les établissements ne sont pas passés, il est juste provisoire. Oui, votre Donc, son. Oui, en, hein. tout,
En tout cas, c'est un critère où il y a justement encore des fiches anomalies. Donc, bien s'assurer que pour tout patient en hospitalisation complète, l'examen somatique est à réaliser en systématique à l'entrée, donc dans le délai approprié et bien sûr avec traçabilité et inscrit dans la lettre de liaison à la sortie. D'ailleurs, ce sujet, on l'abordera dans le retour d'expérience donc du bon sauveur. Donc ça, voilà pour les attendus de ce critère impératif. Et le second critère impératif, là, vous voyez, on est quand même en tout cas, même si c'est provisoire, mais on est déjà à un établissement sur 5 qui ne répond pas aux attendus. Et là, c'est par rapport au respect donc des bonnes pratiques en matière d'isolement et de contention des patients hospitalisés sans consentement, hein. Bon, ça concerne uniquement ces patients-là. Donc aujourd'hui, les modalités d'isolement, bah, comme c'était déjà avant, hein, mais là, les attendus, c'est bien qu'elles soient encadrées et que le recours justement à une mise en isolement ne soit pas donc banalisé. Donc, en plus de la décision médicale tracée, il est attendu la surveillance et l'isolement doit se faire dans un lieu adapté. Et également, en élément d'évaluation, il y a le fait que l'équipe doit suivre et analyser des indicateurs de pratique clinique. Alors ça peut être comme cite la HAS, la durée moyenne d'isolement, la traçabilité du suivi somatique, la régularité de la décision, le suivi de surveillance. Mais en tout cas, voilà aujourd'hui tous les attendus par rapport à ce critère-là. Ensuite, on voulait juste faire un petit focus sur le critère. Alors là, c'est un critère standard, mais un critère aussi qui pose souvent difficulté. C'est la pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté, qui doit être donc argumentée et réévaluée. Donc, comme pour tous les secteurs, donc on sait bien que là, il y a une attention qui est toujours portée, bien sûr à l'information donnée aux patients et à sa personne de confiance. Donc là, toujours un focus là-dessus. Et il a attendu donc que ce recours à des mesures de restriction de liberté, comme la fermeture des portes ou le retrait de téléphone, ou aussi tout ce qui est limitation des visites, doit être tracé avec donc la décision médicale, avec la justification et la durée. Et puis bien sûr aussi une information pour le consentement du patient. Et ces mesures doivent être réévaluées. Voilà pour les petits rappels. Et enfin, alors on avait voulu juste parler de la pédopsychiatrie. Alors déjà, pour rappel, au niveau santé mentale, hein, il y a vraiment la fiche pédagogique sur l'évaluation de l'activité santé mentale et psychiatrie qui est à disposition là, par la HAS et avec de nombreux exemples des questions posées à l'équipe. Et en tout cas, concernant le secteur de pédopsychiatrie, donc pas de réelle différence hein, sur les attendus par rapport aux adultes, si ce n'est que le focus reste bien présent concernant l'implication donc du patient et donc du mineur et de sa famille dans son projet de soins, avec la présence facilitée des parents. Mais sinon, pas de focus particulier. Juste de penser toujours aussi au remplissage du carnet de santé, parce que finalement c'est valable dans tous les secteurs. Et puis là, on s'est permis de remettre un petit rappel sur la pédopsychiatrie, là aussi, avec des décisions médicales individuelles formalisées dans le dossier et réévaluées en cas de restriction. Donc voilà, là c'était sur les rappels notamment en lien avec les fiches pédagogiques. Je te Et du laisse. coup, dans la même dynamique de travailler sur ces critères d'évaluation avec la FORAP, qui est donc notre fédération qui regroupe l'ensemble des structures régionales d'appui au niveau national, nous avons un groupe certification qui est composé de professionnels qui ont travaillé en psychiatrie et d'experts visiteurs. Et on a souhaité vous créer un guide d'entretien traceur ciblé, isolement et contention et électroconvulsivothérapie. Pourquoi? Pour vous simplifier vos audits, pour avoir des exemples de questions à poser au regard de chaque élément d'évaluation. Je ne vais pas tout vous lire, mais l'objectif, c'est de vous donner quelques exemples de questions. Le guide se retrouve
dans notre communauté de pratique certification. Donc, dès lors où vous êtes inscrit à la communauté de pratique, vous avez accès à ces outils. Et si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit via notre site internet. Donc, en fait, par rapport au respect de la réglementation, sur cette décision d'isolement, on peut poser comme question, dans le cas présenté ce jour, quels ont été les recours pour éviter la mise en place d'un isolement? Et au sein du service, qui prend la décision d'isolement et à quel moment? Et comment s'organisent les réévaluations des mesures de contention? Pour une question assez globale et générique. Ensuite, quand on rentre un peu plus dans le vif du sujet, sachez qu'il y a beaucoup plus de questions, hein, mais il était hors de question que je vous les lise toutes. Mais on peut poser par exemple comme question, lors d'une mesure d'isolement, quels examens sont réalisés? Dans quel délai et à quelle fréquence? Avez-vous un espace d'isolement dédié au sein du service? Les patients placés en isolement ont-ils une tenue particulière et cela peut-il varier selon les patients? Concernant la surveillance de l'état somatique, quand et par qui est réalisé le suivi psychique et somatique? Est-ce qu'on a des infirmiers en pratique avancée qui interviennent à cette étape? Quelles sont les consignes de surveillance pour les patients sous contention? Donc, vous voyez, pour chaque élément d'évaluation, on vous propose des questions. Concernant la sortie d'isolement, comment est prise la décision? Comment le patient y est associé, pardon? Pouvez-vous nous montrer une analyse clinique de sortie d'épisode d'isolement? Et puis, est-ce que chaque épisode d'isolement est repris et analysé collectivement? Et bien sûr, l'aboutissement, c'est bien de pouvoir aussi valoriser tout ce que vous faites en termes d'actions d'amélioration qui sont mises en place au sein du service en matière d'isolement avec ou sans contention. Voilà pour des exemples de questions. Alors, c'est vrai que la contention et la mise en isolement est aussi évaluée dans le cadre de ISATIS Psy, qui est un IQSS qui est mesuré avec une expérimentation dès 2023, mais qui est mesuré dans vos établissements en continu pour 6 mois. Ça a été de mars à octobre, et là, nous sommes en continu d'octobre 2025 à octobre 2026. Ce qui était intéressant, c'est que la première participation était quand même à hauteur de 74% des établissements de santé mentale. Donc, on espère cette même participation, voire plus sur cette deuxième mesure, tout en sachant qu'il vous faut un minimum de 30 questionnaires complets et exploitables qui sont requis. Et l'avantage dans vos actions d'amélioration en continu avec vos équipes, c'est que vous pouvez récupérer les verbatims qui sont restitués en temps réel sur la plateforme ISATIS. Il est vrai aussi que dans ce questionnaire ISATIS, on va retrouver aussi des questions concernant l'inclusion sociale, et c'est pour ça qu'on vous fait un focus sur ce critère standard 1.3-09. Le patient présentant des troubles psychiques bénéficie d'un projet de soins qui favorise son inclusion sociale. Et on va retrouver une évaluation dans le cadre du patient traceur où on va lui demander s'il a pu exprimer ses attentes et besoins d'inclusion sociale. Mais aussi, est-ce que le projet de soins intègre un volet d'accompagnement personnalisé? Donc là, ça va être une question posée aux équipes. Et dans le cadre du parcours traceur, est-ce que ce projet de soins est co-construit avec le patient? Est-ce que les équipes ont identifié l'ensemble des partenaires utiles au projet de réhabilitation psychosociale? Est-ce que des soins de réhabilitation psychosociale sont mis en œuvre? Et aussi, un point important concernant les hospitalisations de plus de 3 mois, est-ce qu'on a un suivi d'indicateurs qui permet de réduire les iatrogénies liées à cette durée d'hospitalisation? On souhaitait aussi vous partager un travail d'un de nos confrères, la structure régionale d'appui Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle le CECA, qui a rédigé en mars 2025 les essentiels de la qualité. Pourquoi on vous présente ce document qui est aussi accessible dans la communauté de pratique certification? Parce que c'est un outil de communication aux équipes très synthétique et très explicite sur la thématique du respect des droits et libertés, sur l'évaluation clinique et somatique. Vous allez y retrouver aussi le travail en équipe et la coordination, les particularités de l'électroconvulsivothérapie et surtout aussi la prévention du risque suicidaire. Et je redonne la parole à Anne-Laure par rapport au risque suicidaire pour faire un focus.
Merci. Alors c'est vrai que justement quand on parlait des trois retours d'expérience qui sont complémentaires, le premier touchera plus le risque suicidaire. Donc on a juste voulu faire un rapide focus et on a pu avoir les chiffres sur donc par l'ARS Normandie sur la déclaration des événements indésirables graves associés aux soins sur 2024-2025 pour notre région. Donc, il y a eu 32 suicides de déclarés, dont 7 en établissement psychiatrique et 42 tentatives de suicide, donc 14 déclarées par les établissements psychiatriques. Donc toujours ce rappel que le risque suicidaire concerne autant le secteur d'ailleurs santé mentale que le secteur sanitaire. C'est vrai que aujourd'hui, les derniers chiffres au niveau national, on parle d'environ 130 suicides par an en France. Ça, c'était les données sur 2017 à 2021 et chiffre qui est toujours a priori donc sous-estimé. Et donc, les suicides et tentatives de suicide représentent environ 20% des déclarations des événements indésirables graves associés aux soins au niveau national. Bon, nous, pour la Normandie, c'était un peu moins, ça représente environ 15%. Donc là aussi, c'est vrai qu'on profite toujours de ces temps d'échange pour vous faire des rappels finalement d'outils disponibles et à savoir que on a aussi diffusé, c'était la fiche réflexe FORAP. Donc la FORAP, comme disait Lucie, c'est l'ensemble de nos structures régionales d'appui à la qualité qui ont sorti en novembre 2023 ce document sur tout ce qui était suicide et tentative de suicide, avec trois situations qui ont été analysées. Ces trois situations, c'est vrai, cette fiche peut aussi permettre de, par exemple, pouvoir les étudier en équipe, comme en analyse de scénario et de se dire est-ce que ça peut arriver chez nous. Et puis, parce que là, il y a l'identification même des causes profondes et des barrières. Et donc, vous pouvez interroger les équipes, se dire est-ce que justement, on a ces quelques exemples de barrières qui sont mis en place ou pas du tout d'ailleurs, parce que il faut bien que ça soit adapté à chaque établissement. Et donc, de ces trois situations analysées, là, de cette fiche réflexe FORAP, il en ressort, par rapport aux analyses, le fait que, en tout cas, le risque suicidaire est souvent sous-estimé, donc d'où l'importance de vraiment de le prévenir au maximum que pour les trois situations, il y a eu à chaque fois un défaut d'évaluation justement du risque suicidaire et avec l'absence d'utilisation d'une échelle d'évaluation aussi du risque suicidaire consensuel qui pourrait améliorer justement les transmissions entre professionnels et un des derniers points qui avait été retenu, c'est le besoin d'accompagner aussi moralement les équipes, que ce soit individuellement ou collectivement, justement, qui est des débriefs en fait d'équipes pluridisciplinaires immédiats ou à moyen terme, justement avec une analyse de cause profonde. Donc là, on pourra vous laisser justement prendre connaissance de ce document intéressant. Alors, ensuite, il était important de faire un retour des outils qui viennent d'être diffusés, et notamment cette feuille de route nationale améliorer la sécurité des patients et des résidents, qui vient d'être, enfin, qui a été diffusée et qui s'articule avec plusieurs leviers justement autour du risque suicidaire, avec le repérage précoce, la mobilisation donc des différents dispositifs existants. Donc là, on va en parler du 31-14 et de vigilance. Et puis, met en avant la valorisation d'initiatives exemplaires. Donc, on a un module de formation hein, aussi qui avait été réalisé à Calva et vous pouvez avoir, d'ailleurs, il y aura le lien disponible directement sur la semaine webinaire de Calva en 2025 qui avait été fait uniquement sur cette thématique du risque suicidaire. Donc, à savoir qu'il y a un outil national, donc là, diffusé, je crois que c'était en février, Mm. euh, avec une grille d'auto-évaluation que je vais vous parler sur la diapo suivante. Et juste quelques mots sur le 31-14. Mais bon, là, je sais que
bah, vous êtes des équipes forcément, enfin, avec la connaissance de ces dispositifs, mais ce numéro national qui est donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, confidentiel et gratuit, et qui permet donc de répondre aux besoins immédiats des personnes en recherche d'aide. Et donc, de toute façon, cet appel est forcément dirigé vers le centre répondant de la région d'où provient l'appel. Et juste pour terminer sur le dispositif Vigilance, c'était juste sur la diapo pour terminer. Lui, ça a été créé en 2015 dans les Hauts-de-France initialement. Donc maintenant, il est déployé aussi donc en Normandie et dans 17 régions. Et donc lui, ce dispositif, par contre, il s'intéresse uniquement enfin uniquement, en tout cas sur il organise autour de la personne ayant fait une tentative de suicide justement un réseau de professionnels de santé qui vont garder le contact avec elle. Donc là, c'était aussi pour faire ce focus sur les outils. Et donc, pour parler aussi de cette grille d'auto-évaluation qui est vraiment, Mm. qui est un super outil qui a été mis à disposition là par la DGOS. Donc, on voulait juste rapidement la présenter pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de la regarder. Donc, bien sûr, cette grille relève d'une démarche volontaire hein, par établissement, mais elle permet justement aux équipes d'identifier, d'analyser et de cartographier les risques liés à l'environnement physique du patient, justement, tout ce qui est locaux, mobilier, équipement. Et vous voyez, en tout cas, c'est un outil très complet avec 7 grilles d'auto-évaluation selon les lieux, justement. C'était juste aussi pour vous dire que c'est assez lourd, hein, on peut pas, faut bien le prévoir en tout cas. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir réaliser un diagnostic pour ensuite planifier des actions d'amélioration adaptées donc à chaque structure. Et c'est vrai qu'en exemple de questions, dans cette grille, en tout cas beaucoup de questions, c'est vrai on n'a pas forcément, on s'est pas forcément posé. Alors les miroirs sont-ils fabriqués dans un matériau incassable? Les oreillers et les matelas sont-ils exempts de plastique, de vinyle ou d'autres matériaux susceptibles d'être retirés et utilisés à des fins d'étouffement ou d'étranglement? Enfin voilà. Vraiment là toutes les questions ont été et c'est un document qui a été vraiment validé avec toutes les équipes. Et vous avez même un guide pratique de duplication des formulaires et de création de QR codes qui sont possibles. Voilà, donc ça, c'était aussi pour faire la présentation de cet outil. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de passer à nos retours d'expérience. Et d'ailleurs, je voudrais encore remercier les 3 intervenants et notamment, donc là, je vais laisser la parole à Marie-Hélène Roux, qui est donc directrice des relations avec les usagers de la qualité et de la gestion des risques, donc au CH du Rouvray, et donc établissement qui a travaillé justement sur le risque suicidaire. Bonjour à tous. Moi, je suis désolée, hein, c'est pas une volonté de ma part, mais ma caméra fonctionne pas. Alors, donc, vous présentez très succinctement le centre hospitalier du Rouvray, donc, qui est un établissement public de santé mentale situé dans la métropole rouennaise. On dispose d'environ 943 lits et places. Et il a pour mission, effectivement, d'accompagner à chaque étape du parcours de soins les personnes en souffrance psychique ou avec des troubles du neurodéveloppement. Comme je l'ai dit, c'est les territoires de la métropole Rouen-Normandie, donc avec euh, des structures extra-hospitalières donc sur tout le territoire, à la fois dans la métropole de Rouen, mais aussi dans le pays de Caux, le pays de Bray. Voilà, donc représentant en principe le deuxième établissement de France en termes de fil actif de patients derrière Paris-Sainte-Anne. Avec aussi des prises en charge spécifiques et des unités de recours à l'échelle régionale et nationale. Et on s'inscrit dans le GHT Rouen Cœur de Seine et le campus Rouen Santé, dont effectivement le CHU de Rouen est, on va dire, un peu la maison mère du GHT. Et on collabore bien sûr avec, dans le cadre notamment du PTSM, avec des collectivités, mais aussi avec des associations, des partenaires sociaux, voilà, pour promouvoir la santé mentale.
Et nous avons la chance d'avoir prochainement notre visite de certification, donc la semaine du 15 juin prochain. Donc là, on est en plein boom, un peu la tête sous l'eau comme vous tous. Voilà, donc effectivement, on m'a demandé de vous parler du risque suicidaire. Et donc en 2025, on a créé deux protocoles, procédures, on va dire, de repérage du risque suicidaire, parce qu'en fait, on s'était aperçu que on n'avait pas réellement d'échelle. Donc, on a constitué pour créer ces deux protocoles un groupe pluriprofessionnel, donc avec à la fois des représentants non médicaux, mais aussi médecins, et plus particulièrement notamment une médecin qui est référente nationale du risque suicidaire. On a voulu vraiment euh, enfin, créer des outils quand même simples d'appropriation. Donc, vous le verrez, on va en faire un petit peu la revue, mais je vous pourrais vous envoyer hein, tout à fait les deux procédures à l'issue de ce webinaire. On la mettra en effet à disposition. Oui, merci. On est d'abord parti pour bien rappeler que le repérage de ce risque est vraiment une responsabilité qui est partagée par tous les intervenants et à chaque étape du parcours du patient, avec justement une vigilance un peu accrue quand le patient change d'attitude, a un comportement inhabituel, voire une amélioration soudaine, inexpliquée. Et donc, comme je vous le disais, un repérage par une échelle vraiment facile à comprendre, simple à utiliser, avec en parallèle des niveaux de surveillance. Donc, aussi bien pour la procédure intra que pour la procédure extra, on est parti sur quatre niveaux de repérage. Donc, un niveau zéro, bien sûr, pas d'idées suicidaires. Un niveau 1 avec des idées suicidaires passives, fluctuantes et plutôt passagères. Un niveau 2 avec des idées suicidaires présentes, mais sans intention de passage à l'acte. Et puis, évidemment, le niveau 3 avec des idées suicidaires, là pour le coup, avec intention de passage à l'acte, mais pas forcément avec un scénario bien précis, ou à l'inverse, un scénario bien précis. Donc ces quatre niveaux de repérage donnent lieu à trois niveaux de surveillance. Donc pour ce qui est du niveau 1, on a mis évaluation régulière du risque suicidaire et observation renforcée. Pour le niveau 2, une évaluation fréquente du risque suicidaire et une observation renforcée. Et enfin, pour le niveau 3, une surveillance continue, une évaluation fréquente du risque, des mesures de restriction d'aller et venir à mettre en place si on le juge utile, et une adaptation concernant la prise en charge en fonction du risque suicidaire. Euh, Ça peut interroger sur, par exemple, le niveau 1 et le niveau 2, qu'on ait mis évaluation régulière ou évaluation fréquente. Le groupe a vraiment choisi de laisser justement l'appréciation à l'équipe soignante de la périodicité de la surveillance, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas mettre un délai, c'est-à-dire par régulière, ça aurait pu être toutes les 10-15 minutes, par fréquente toutes les 5 minutes, mais on voulait laisser cette appréciation aux professionnels de terrain. Alors, le cas particulier, évidemment, des unités extra-hospitalières, qu'il s'agisse des hôpitaux de jour comme des CMP. Donc, comme je l'ai dit, les quatre niveaux de repérage sont identiques. Par contre, évidemment, les trois niveaux de surveillance sont légèrement différents puisque on n'est pas dans une hospitalisation. Donc le niveau 1 est de planifier un nouveau rendez-vous et de présenter les dispositifs 31 14, vigilance et SAS à l'usager. Un niveau 2 qui est de présenter les actions du niveau 1 et de solliciter un avis médical par l'intermédiaire du médecin de secteur. Et le niveau 3, bah, c'est une consultation en urgence du médecin si le médecin est sur place ou d'un médecin de notre service d'urgence, enfin, d'unité d'accueil et d'orientation.
Et là, on contacte en plus le médecin référent du CMP ou de l'hôpital de jour. Et évidemment, s'il y a un risque, s'il y a un geste suicidaire en cours, bien évidemment, on contacte le SAMU. En parallèle, on a mis sur ces procédures des actions de prévention du risque de l'ordre de l'accueil par l'équipe paramédicale avec un retrait systématique des objets piquants, coupants, tranchants jusqu'à l'évaluation médicale. Obligatoirement une évaluation médicale réalisée par le médecin présent ou de garde, une évaluation systématique du risque suicidaire via des questions qui sont dans notre outil de DPI qui est Cortex, une prescription par le médecin évidemment de la surveillance, basée sur les niveaux d'action à mettre en place et une information du patient et de son entourage avec des communications, une communication des modalités de prise en charge, à la fois sur la surveillance, les traitements qui pourront être mis en œuvre et les consignes. Euh, Ça tracé dans le DPI et on a beaucoup insisté sur justement l'importance du lien de confiance et de l'implication de l'entourage dans la prise en charge lorsqu'effectivement il y a un risque suicidaire avéré ou non. On a insisté aussi sur tout ce qui est mise en sécurité, donc la sécurité de l'environnement, notamment l'état des lieux de la chambre avec le retrait de mobilier, voire d'objets dangereux, la vérification de la fermeture de la fenêtre et du placard, l'installation, si possible, en chambre double à proximité du poste de soins, un inventaire minutieux avec les objets qui peuvent potentiellement être dangereux, à savoir une ceinture, des lacets, des cordons électriques, des objets piquants, coupants, tranchants, tout ce qui est aussi couvert métallique, le sac poubelle, les objets en verre, les briquets, les stylos, les solutions hydroalcooliques, et on a mis etc. parce que on peut malheureusement pas penser à tout, mais en tout cas on doit se questionner. Des mesures thérapeutiques, effectivement, parce qu'il faut pouvoir aussi mettre en place un traitement sédatif à dose efficace si c'est avéré utile. En cas de risque majeur, ben, on préconise d'utiliser ce qu'on a un kit anti-suicide sur prescription médicale et bien évidemment la possibilité aussi, quand c'est nécessaire, de recourir à l'isolement, voire la contention après évaluation médicale. Donc sur la droite, bah, c'est pareil, on remet ce que l'on doit surveiller au niveau de la chambre avec des passages réguliers dans la chambre, pendant les repas, avec une présence soignante en salle à manger, le comptage des couverts, voire la mise en place de couverts en plastique si ça se justifie, l'assistance pour prédécouper les aliments, c'est pareil, un contrôle resserré de l'observance des traitements pour éviter le stockage par le patient de ces traitements et voilà. Et puis la gestion des sorties à évaluer et effectivement l'accompagnement aussi lors de ces sorties, voilà, si c'est nécessaire. Bien évidemment, il convient de réévaluer régulièrement ce repérage et cette surveillance et de l'adapter en fonction de ce qu'on observe au quotidien. Donc, un suivi clinique quotidien du patient et un partage des observations en équipe, des entretiens médicaux pour évoluer la situation psychique, l'adaptation des mesures, l'ajustement des prescriptions et des consignes et des surveillances en fonction de l'évolution du patient. Et puis, comme on l'a dit précédemment, l'information du patient est essentielle et lui communiquer les nouvelles modalités de sa prise en charge. Et en cas d'aggravation de l'état du patient, eh bien, évidemment, les soignants ajustent immédiatement les mesures de prévention et alertent le médecin pour adapter la prise en charge. Et évidemment, quand le patient ne présente plus de risque et qu'il revient à un niveau zéro, la prescription médicale de surveillance spécifique est arrêtée, mais ça ne dispense pas à l'équipe toujours d'avoir cette vigilance de base, en fait, pour tout patient qui arrive en hospitalisation.
Et puis, on ne peut pas ne pas dire un mot de la préparation à la sortie et comme vous l'avez dit précédemment, des ressources qui sont mises à disposition des patients en externe, que ce soit le 3114, que ce soit le dispositif vigilance, et puis un petit rappel sur le référentiel 2025 de la certification avec même si c'est un critère standard, effectivement, les équipes de psychiatrie doivent se coordonner pour prévenir le passage à l'acte suicidaire tout au long de la prise en soin du patient. Merci beaucoup, Madame Roux, pour ce retour très clair. Alors, ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est qu'on les fasse donc après les 3 retours d'expérience. Mais en tout cas, un grand merci et merci aussi d'avoir accepté de partager vos documents travaillés. Si ça, en tout cas, si ça peut intéresser, donc on va revenir dessus, sinon après. Donc, Alors, donc là, je vais arrêter le partage du PowerPoint. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous lancer la vidéo retour d'expérience de Nicolas Kins du CHU de voilà. France. Donc là, il ne pouvait pas être présent, il s'excuse, hein, et il va nous parler de de leur préparation, notamment de la visite de certification pendant 2 ans. Le son arrive. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment on a préparé la certification dans l'établissement où je travaille. Donc, l'établissement, c'est le PSM de Caen. Donc, c'est un établissement avec 1400 professionnels qui accueille une population adulte et une population de mineurs, donc qui couvre 70% du territoire du Calvados. Alors, notre contexte, il y a 2 ans, on a passé une première visite de certification où on a été non certifié. Ce qui nous a permis de s'organiser pour les 2 ans à venir pour avoir une prochaine visite qui a eu lieu en mars dernier. Comment on s'est organisé dans le contexte? Il y a d'abord un double enjeu, un double challenge. C'était déjà corriger les écarts de la visite précédente et démontrer la pérennité et l'efficacité de ce qu'on avait mis en place. Et le deuxième challenge, c'était d'ajuster nos actions au nouveau manuel de certification qui est sorti en janvier 2025. Donc, il y avait plusieurs organisations à mettre en place, tout en restant sur notre principe clé de notre démarche, c'est-à-dire que la qualité n'appartient pas au service qualité, elle appartient à ceux qui soignent. Et donc, le rôle du service qualité, c'est pas d'être responsable de la qualité, c'est le service qui est responsable de la qualité des soins. Nous, c'est plutôt d'être facilitateur et non prescripteur. Donc vraiment, le leitmotiv, c'est que les professionnels de santé sont les responsables de la qualité des soins. Enfin, c'est une posture assez décisive puisque l'idée, c'est pas d'apporter des procédures, des grilles d'audit, ça suffit pas. Le service qualité doit accompagner et co-construire avec l'ensemble des professionnels de santé. Pour organiser la visite de certification du mois de mars, on a dû réactiver en fait les instances de pilotage qui étaient en dormance, donc avec notamment la cellule qualité composée du président de CME, de la direction qualité et de la direction des soins, pour travailler mensuellement sur notamment les points sensibles de notre dernière certification et voir l'avancée des différentes actions mises en place. L'autre instance de pilotage, c'est le COPIL qualité sécurité des soins, composé des chefferies de pôle, donc médecins et encadrement supérieur, de toutes les directions fonctionnelles. C'est une réunion trimestrielle sur laquelle on va faire les points des avancées et avec des pilotes pour vraiment se fixer les actions au fil de l'eau. Donc, comme je disais, c'était des réunions trimestrielles, mais les 6 derniers mois avant la certification, les réunions étaient mensuelles, avec les écarts corrigés et ceux qui restaient à mettre en place. Alors, notre force principale, en fait, ça a été la mise en place de référents qualité et dans les services de soins, dans tous les services de soins, et des référents qualité volontaires. C'est-à-dire qu'on a, sur la base de notre principe que la qualité appartient au service de soins, on a fait un appel à volontariat avec une fiche de mission sur la mise en place de référents qualité. Alors au début, on a eu plutôt 80-90% de volontaires et puis les services restants qui n'avaient pas de référent qualité ont vite compris l'utilité du référent qualité et ses missions. Et donc on est arrivé au volontariat à 100% de référents qualité. Donc c'est un groupe qui se réunit mensuellement, qui est piloté par le service qualité,
où est exclu du groupe en fait tout encadrement, toute fonction hiérarchique pour que ça soit vraiment un groupe horizontal avec des séances basées sur la co-construction d'outils et les échanges des difficultés rencontrées dans les services, et s'étant laissé peu de place à l'information descendante. L'idée, ce n'est pas d'apporter de l'information, mais de construire des outils et comprendre en fait les difficultés des services de soins. Donc pour continuer à structurer notre démarche et la correction des anomalies et puis répondre aux nouveaux critères du manuel de certification, on a fait par anomalie des fiches actions qui allaient indiquer le pilote de la fiche action, le groupe de travail s'il était nécessaire, parce que des fois il n'y a pas besoin de groupe de travail. Par exemple pour la pharmacie, c'est les experts en fait de la pharmacie qui travailleront sur l'anomalie. Et avec sur cette fiche anomalie une description précise de l'écart, mise à jour avec le nouveau manuel de certification. On y retrouve aussi la formalisation d'un plan d'action avec le pilotage et les délais de réalisation des actions, avec la mise en place aussi d'un système d'évaluation, voir si les actions qu'on a mis en place sont efficaces. Et puis, à l'intérieur de ces fiches actions, on notait un résumé de tous les comptes rendus du groupe de travail. Donc, ces fiches actions nous ont permis de structurer et de suivre toutes les démarches. Elles ont été présentées à tous les copiers de qualité pour voir où on en était. Et lors de la diffusion, vous savez, des éléments de preuve à l'HAS avant la visite de certification, on a diffusé, on a transmis à l'HAS toutes ces fiches actions. Donc entre les fiches actions, les groupes de travail, le travail des référents en qualité, on a mis plusieurs actions d'amélioration, et notamment par le fruit du travail des référents qualité. Une première action concerne la prise en charge somatique en intra-hospitalier, avec la mise en place d'indicateurs de pratique clinique, avec une diffusion mensuelle en fait, des indicateurs poids, taille, IMC, risque cardiovasculaire, risque thromboembolique, depuis 2 ans, avec l'évolution des indicateurs. Et ces indicateurs sont analysés par le cadre de santé et les référents qualité, et à aucun moment la direction qualité, le service qualité n'intervient dans cette analyse, puisque, je répète, ce n'est pas nos indicateurs, c'est l'indicateur du service. Alors, ça nous est arrivé souvent de discuter avec l'encadrement, avec les professionnels de santé, de dire, ben voilà, nous, dans nos études de qualité, DU, master qualité, on n'a jamais appris à mesurer le poids, le taille, IMC, alors que les professionnels de santé, ça fait partie intégrante de leur travail. Donc, c'est leur indicateur qualité, ce n'est pas les nôtres. Suite à leur analyse, toutefois, s'il y a un problème de recueil, une incompréhension d'indicateurs, là on intervient pour pouvoir partager ensemble, on intervient aussi avec le DIM pour comprendre s'il y a quelque chose de problématique dans le recueil des indicateurs. Et avec les référents qualité, suite à ce recueil d'indicateurs, on peut aussi trouver des actions d'amélioration, puisque si l'indicateur n'augmente pas, il y a soit un problème d'organisation, ça c'est avec l'encadrement, mais il peut y avoir aussi un problème de matériel. Donc là, on remonte l'information au service support pour l'achat de matériel ou la mise à disposition de matériel. En complément de ces indicateurs de pratique clinique, le DIM transmet toutes les semaines en fait, la liste des patients qui n'ont pas eu la mesure ou la traçabilité en tout cas du périmètre abdominal, du poids, de la taille, de l'IMC, etc. Ce qui permet aux professionnels de voir peut-être qu'il y a eu des oublis, peut-être que ce n'était pas le bon moment pour faire les mesures pour le patient. C'est une alerte en fait pour les professionnels de santé. Donc voilà, c'est quelque chose où vraiment les référents qualité se sont très impliqués dans l'analyse des indicateurs parce qu'en fait ça représente leur service et ça représente le bon fonctionnement de leur service et donc de leur métier. On a travaillé aussi sur la prise en charge somatique en ambulatoire et un groupe de référents qualité a mis en place une fiche somatique. Ils ont travaillé ils ont testé une version 0, une première, une deuxième, etc. avec les patients pour pouvoir recueillir en fait à nouveau les risques cardiovasculaires, thromboemboliques, sur le poids, la taille, mais aussi la douleur. Donc un recueil en CMP et en HDJ. Donc ce qui n'est pas facile et donc ce qui a mené à plusieurs échanges avec les professionnels, entre les professionnels, de savoir à quel moment on recueille ces données-là. Parce qu'en psychiatrie, lorsqu'on va à une consultation, on n'y va pas forcément pour y prendre son poids. Eux-mêmes ont fabriqué la procédure pour savoir à quel moment ils pourraient recueillir tous ces éléments-là. C'est à la fois très bien pour le patient, pour le dépistage de risques cardiovasculaires, thromboemboliques, mais c'est aussi des IQSS qui sont demandés lors des campagnes ambulatoires.
On souhaitait aussi mieux informer le patient. Donc, comme tout le monde, on a mis beaucoup de campagnes d'affichage. Et également, en ambulatoire, en fait, on a mis en place ce qu'on appelle le passeport ambulatoire. Alors, nous, on a l'appelé le pass ambu, de savoir, en fait, qu'est-ce qu'un patient qui vient une fois par semaine, qu'est-ce qu'il doit faire entre deux séances, entre deux consultations, qu'il peut contacter, qu'est-ce qu'il doit faire s'il entre en crise, qu'est-ce qu'il doit faire s'il a une inquiétude, un questionnement. Donc voilà, c'est pour ne pas laisser le patient seul avec ses problématiques entre deux séances et lui permettre de réagir et d'être un peu plus sécurisé. Et donc, à nouveau, ce sont les référents qualité qui ont construit cet outil-là. Donc, le service qualité n'a pas rien à faire. Nous, on amène en fait tout ce qui est recommandations de la Haute Autorité de Santé ou alors des exemples, vos exemples d'autres hôpitaux, de ce qu'on peut faire pour les aider à bâtir un document. Je vais proposer une autre action faite par les référents qualité et toujours en lien, alors en premier c'est pour les patients, mais toujours en lien aussi avec la certification, c'est la promotion de la bientraitance. Donc l'idée c'est de réaliser un guide de promotion de bientraitance. Alors la facilité c'est d'en télécharger un sur internet parce qu'il y en a partout, mais pour l'adhésion et l'appropriation du document c'est beaucoup plus compliqué. De s'approprier quelque chose que les autres ont fait et de le coller, livré par le service qualité avec la commande de connaissez-le. Donc là, l'idée, c'était complètement différent. C'est les référents qualité, lors de nos réunions mensuelles, c'est à partir d'un brainstorming qui ont évoqué en fait les risques de maltraitance en fait vis-à-vis des patients, que ce soit des risques institutionnels, des risques de maltraitance ordinaire, de la vie de tous les jours. Suite à ce brainstorming-là, on a pris les idées, les recommandations en fait, des référents qualité, et là, le service qualité a bâti un guide à partir de toutes ces idées-là, qui a été ensuite validé par les référents qualité et ensuite diffusé à tous les établissements, tout en précisant que les rédacteurs et les validateurs de ce guide étaient les référents qualité. Donc voilà, c'est diffusé par les soignants pour les soignants. Ça fait beaucoup d'outils mis en place par les référents qualité et donc ce qui est important, c'est de valoriser pour mobiliser en fait les professionnels dans toutes les actions qu'ils ont mis en place. Donc c'est à côté des communications informelles, c'est mettre en place de la communication formelle pour valoriser et reconnaître tout le travail des référents qualité. Quelques exemples que nous avons mis en place à l'EPSM. Alors annuellement, mais bon, c'était l'année dernière, c'était la première fois, on a mis en place la journée qualité, donc des présentations des outils, mais des présentations réalisées par les soignants, donc par des IDE, par des médecins lorsque les médecins participaient aussi à la construction d'outils. Et j'insiste, à aucun moment, en fait, le service qualité n'a présenté un sujet. Et la conclusion de cette journée-là, c'est que vous avez parlé de qualité toute la journée sans que le service qualité n'ouvre la bouche. Donc c'est plutôt important et ça fait passer un message sur la qualité, sur la gestion des risques et la sécurité des soins. Un autre temps d'échange, parce que je vous ai dit que les réunions référents qualité, elles se passaient sans encadrement, mais il y a un moment, il est important de faire du lien. Donc on a aussi organisé à mi-chemin 2 réunions avec les référents qualité, l'encadrement et la direction des soins et la direction qualité, pour échanger et pour homogénéiser et se poser des questions et y répondre. Donc c'est 2 moments où on a échangé avec l'encadrement. Enfin, je donnerai un autre exemple, c'est la présentation du passeport ambulatoire à la journée régionale de Calva. Ça a été assez salvateur pour les équipes de soins qui ont réalisé en fait tout ce travail-là, puisqu'ils ont été reconnus par des personnes qui ne les connaissent pas. Et donc, c'était très, très valorisant pour eux, ce qui leur a permis de donner un deuxième élan à l'utilisation du passeport ambulatoire. Et je voulais faire aussi un focus sur notre approche des audits. Donc, on fait souvent des audits, des évaluations. Alors, des fois, on fait des évaluations alors qu'on connaît déjà les réponses. Donc, pour moi, en fait, ces audits-là, ils servent à rien. Donc, on a un premier niveau d'audit, c'est l'auto-évaluation. C'est-à-dire que le service va réaliser lui-même son auto-évaluation avec une grille que nous fournirons. Par contre, le service qualité, nous n'avons pas besoin des résultats. Nous ne voulons pas des résultats. C'est le service, avec les référents qualité et tout le personnel de l'équipe, et avec le cadre, qui vont décider de telle ou telle action à mettre en place. Et ils vont aussi se rendre compte de ce qui est amélioré ou pas.
Et donc, nous, au service qualité, on ne veut pas avoir de vision de cet audit. C'est l'audit du service, donc c'est lui qui gère son audit. Donc, parallèlement, on va faire aussi des audits des tierces parties avec un regard extérieur qui va aider en fait le service, parce qu'on est toujours en train de tunneliser et d'avoir la tête dans le guidon. Donc, c'est un moment privilégié de faire un audit externe. Et donc là, on va ensuite échanger pour voir ce qu'il y a à mettre en place et l'aide dont ils ont besoin, parce que des fois, on va voir des choses structurelles, bâtimentaires, où les professionnels ne peuvent rien faire, et donc on va être le relais avec les directions support. Enfin, pour vraiment que tout le monde soit dans la même dynamique et que tout le monde au même plan, on organise annuellement des rencontres sécurité, donc des moments d'échange dédiés à la sécurité des soins avec la direction. Et donc on a fait tous les services en intra-hospitalier. Donc l'équipe d'auditeurs était composée d'un directeur, d'un cadre supérieur de santé, du président de CME ou de la vice-présidente de CME et d'un représentant des usagers. Alors en fonction de leur disponibilité, en tout cas à chaque fois il y avait forcément un directeur, sinon c'est pas une rencontre de sécurité. Et donc là c'était aussi un moment privilégié pour échanger sur les problématiques du service et pour pouvoir avoir une réponse en fait de la direction pour aller tous ensemble vers le même objectif. Donc voilà quelques messages qu'on voulait partager avec vous. Ce qui nous paraît important pour préparer la certification, c'est donc, comme on a vu, de responsabiliser les acteurs de soins. C'est leur certification, c'est la nôtre. C'est pas forcément celle de la direction, c'est celle de tout le monde. Beaucoup d'hôpitaux le font, c'est rédiger un guide de certification pour aider les professionnels de santé. Et le parti pris n'a pas été d'expliquer pourquoi il était important de prendre en charge la douleur, pourquoi il était important d'avoir un code, de fermer sa session sur l'informatique. Le parti pris a été de mettre les questions directement dans le guide. Alors les questions traduites, traduites des critères, parce que les critères ne sont pas toujours très compréhensibles. Donc de traduire les critères en questions et d'apporter un certain nombre de réponses. Mais c'est une porte ouverte, c'est-à-dire que ce n'est pas les réponses qu'il faudra donner, c'est des réponses que nous, on connaît, mais dans les services de soins, ils peuvent avoir d'autres réponses, d'autres valorisations, d'autres choses à répondre, mais ça donne des idées de réponses et ça permet aussi aux professionnels si la communication n'a pas été parfaite, d'avoir des informations complémentaires sur la vie de l'établissement. Aussi, on y tient, on l'a jamais fait, c'est de ne pas mettre la pression 2 mois avant la certification. Alors, on n'a jamais fait d'opération tornade blanche dans les services de santé. La dynamique s'est installée toute seule et c'est les professionnels eux-mêmes qui se mettent la pression parce qu'ils ont envie de réussir en fait. Ils ont envie de montrer que leur travail, ils font du bon travail et ils ont envie de valoriser tout ce qu'ils font. Donc vraiment, les 2 derniers mois, on ne met pas de pression et ils se la mettent tout seuls. Et le message qu'on leur dit, c'est on ne vous donne pas les réponses aux experts visiteurs, c'est dites ce que vous voulez, de toute façon il n'y a pas de problème, ce sont des professionnels, mais surtout valoriser tout ce que vous faites, puisque en fait vraiment un des écueils en fait lors des certifications, c'est que les professionnels ont tendance à oublier et à pas valoriser tout ce qu'ils font. Et c'est très important vraiment de valoriser tout ce qu'ils font. Ensuite, un dernier, alors je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est vraiment de lire attentivement le nouveau manuel et que dès qu'un livrable est demandé, c'est de le rédiger parce que pendant la visite, il sera demandé. Je vous donne comme quelques exemples. Hein. Le plan de sécurisation des professionnels, vous ne l'avez pas, rédigez-le. La procédure achat éco-responsable, la politique d'accueil des étudiants, la cartographie des risques environnementaux, la procédure du lanceur d'alerte. Voilà, dès que vous avez quelque chose à rédiger, rédigez-le. C'est une version martyr, une version 0, mais en tout cas, on voit que la dynamique est démarrée. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Et puis, si vous avez des questions, des informations, ou si vous voulez partager les documents, vous passez par Calva, il n'y aura pas de problème. Je vous remercie. Voilà, donc ça c'était donc pour le deuxième retour d'expérience et qui a été très riche aussi. Et c'est vrai qu'on remercie Monsieur Kins qui nous a dit qu'il serait disponible sinon pour toute question. Et d'ailleurs, on pourra le retrouver sur la journée régionale parce que il parlera d'une autre action qui a été faite au niveau de l'EPSM sur les cafés soignants soignés. Donc, et sans plus attendre, on va passer au troisième retour d'expérience.
Donc, de Madame Lagnès, directrice du service appui méthodologique à la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, très bien, Annabelle. Oui. Je vais vous faire une présentation. On est un peu à la fondation dans la même situation que le PSM de Caen. On a été certifié sous condition en mars l'année dernière. Et donc la seule difficulté, c'est que nous, on n'a que un an pour refaire la deuxième visite, puisque la deuxième visite est prévue en octobre cette année avec un changement de manuel. Je vais commencer par une petite présentation de l'établissement. Donc, la Fondation Bon Sauveur de la Manche, c'est 57 structures réparties sur les 2 tiers du territoire manchois, donc le Nord Cotentin et le Centre Manche. 1900, presque 2000 salariés, 1260 lits et places avec une répartition sanitaire et médico-sociale. Donc, on a à peu près 500 lits et places sur le sanitaire et sur le médico-social, 750, c'est 50 lits et places. Donc, on couvre différentes offres de soins et d'accompagnement. Donc, sur la psychiatrie et sur le sanitaire, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a donc l'adulte, l'enfant et l'adolescent, la périnate. On a aussi de la dictologie, cure et post-cure. Et sur la partie médico-social, on accueille aussi le handicap, donc diagnostic de l'autisme, accompagnement des enfants et adultes, accompagnement par le travail, la personne âgée et l'aide aux aidants. Donc là, on a 3 sites principaux d'hospitalisation sur le sanitaire qui sont Picoville, la Glacerie et Saint-Lô. Donc c'est aussi une des spécificités et des contraintes dans le cadre de la préparation de la certification, c'est qu'on est vraiment multisite. Donc on peut pas travailler de la même façon que quand on est monosite ou qu'on est sur deux sites. Du coup, la diapo suivante. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, la date de certification, donc en mars 2025, on a eu notre rapport en juillet, donc sous condition, avec une deuxième visite prévue en octobre sur le nouveau manuel. Donc, dans la précédente, donc en mars, on avait des points qui avaient été ciblés par la HS, donc notamment sur garantir que les patients hospitalisés en soins libres ne le soient pas dans les unités fermées. S'assurer de la non-systématisation des mesures de restriction de liberté, donc les retraits d'objets systématiques. Veiller à la dignité des chambres d'isolement et à la traçabilité de la surveillance des temps d'isolement. Uniformiser la lettre de liaison et y tracer systématiquement le suivi somatique. Et s'assurer de l'existence d'un dispositif d'identification dans chaque secteur. Donc, je vais vous dire un petit peu comment on a travaillé sur ces sujets-là et comment on essaye de se préparer pour octobre. Donc, suite à la visite de certification, on a mis en place un COPIL PAX, plan d'amélioration de la qualité de sécurité des soins mensuel, pour suivre le plan d'action. Et ce plan d'action, il a été construit autour de 21 grandes thématiques, où on a inclus les actions suite à la visite de mars et les critères impératifs du nouveau manuel. Donc, il a fallu anticiper et voir, pour voir à la fois lever les écarts et les fiches d'anomalie qu'on avait eues lors de la première visite et bien s'approprier le nouveau manuel. On a fait un choix, on a désigné à chaque fois, pour chaque thématique, ce qu'on a appelé un pilote méthodologique. Donc, parce que le service qualité ne pouvait pas non plus tout piloter. Donc, ça a été un choix avec la direction. Donc, ce sont les directeurs de pôle et le service qualité. On s'est réparti ces différentes thématiques. Donc, l'objectif, c'était de s'assurer que les actions étaient bien mises en place et puis pour pouvoir accompagner les pilotes experts. Et donc, au bout de chaque thématique, on a désigné 1 ou 2 pilotes experts de la thématique. Donc, par exemple, je vais reprendre l'exemple de la pharmacie. Donc, effectivement, le pilote expert de la pharmacie, c'était la pharmacienne gérante qui gérait toutes les actions qui étaient en lien avec la pharmacie. Ça pour avoir le côté technique et accompagné d'un pilote méthode. En parallèle de ce COPIL, on a fait un choix qu'on avait déjà fait lors de la précédente visite de certification. On a fait des grosses campagnes, alors qui sont encore en cours, de traceurs qui ont été planifiées avec un objectif à la fois d'auto-évaluation, mais aussi de sensibilisation du nouveau manuel et faire de la pédagogie auprès des équipes. Donc, c'est aussi pour faire passer les bons messages, accompagner les équipes, leur expliquer quels sont les attendus en faisant ces audits-là.
pour qu'ils puissent s'approprier. Et comme l'a dit Nicolas dans la vidéo, aussi pour que les équipes puissent valoriser aussi tout ce qu'ils font bien au quotidien. Parce que souvent, ils pensent pas forcément à valoriser tout ce qu'ils font. Donc, avec ces campagnes de traceurs, en reprenant les attendus, ça permet de leur dire, bah, pensez à dire ça, pensez à dire ça, pensez à valoriser ça. Ça correspond aux attendus. C'est une bonne pratique. Parlez-en au moment des visites. Donc, on a fait, alors, dans nos campagnes traceurs, on a deux façons de procéder. On a toute une partie de nos cadres, de nos infos et certains de nos médecins qui sont formés. Donc, du coup, c'est eux qui réalisent les patients traceurs en croisée. On ne fait jamais dans son service. Pour les parcours traceurs, c'est un binôme service qualité, directeur de pôle et médecin-chef pour pouvoir réaliser les parcours et les traceurs ciblés en fonction de la cible. Et du coup, c'est fait avec le service qualité et les experts. Donc, la pharmacie, par exemple, c'est fait avec les préparateurs et les pharmaciens. Risque infectieux avec notre hygiéniste. Isolement, contention, restriction de liberté avec notre médecin gestionnaire des risques. Donc voilà sur cette campagne de traceurs et pour aussi accompagner et pour pas perdre trop de temps parce qu'on a quand même, on est assez limité. On a fait le choix aussi d'utiliser la grille Calva sur les critères impératifs en auto-évaluation. Donc un peu le même principe qu'à l'EPSM, c'est-à-dire que on a utilisé cette grille-là. On a pour chaque critère, chaque élément d'évaluation transformé en question cette auto-évaluation, on les a envoyés au cadre et on leur a dit, voilà, appropriez-vous le document. On reste disponible, nous, au niveau du service qualité, s'il y a des choses que vous comprenez pas, si vous avez besoin d'échanger. Mais l'idée, c'était qu'ils puissent s'auto-évaluer et commencer à anticiper, notamment sur les nouveaux critères impératifs et les nouveaux attendus, nos nouveaux manuels, pour pas qu'on découvre quelques semaines avant les points sur lesquels il faudrait travailler. Donc ça, chaque cadre se l'a approprié différemment. Certains sont revenus vers nous pour faire un point, d'autres pas du tout. Voilà, c'était vraiment laissé à la liberté de chacun. On n'a pas forcément imposé le retour de cette auto-évaluation. On s'est juste assuré quand même voilà, qu'il l'avait bien regardé et qu'il s'était bien auto-évalué. Donc, je vais vous parler de quelques exemples d'actions qu'on a mis en place. Alors, sur la lettre de liaison, donc ça, c'était un des points qui avait été mis en évidence en mars. Donc, en fait, on avait deux lettres de liaison, une lettre de liaison psychiatrique, une lettre de liaison somatique. Donc, du coup, on a travaillé. Donc, c'est un groupe qui vient de la CME. Ça a été vraiment pris travaillé auprès des médecins. Donc, on a redéfini les items qui devaient être présents dans la lettre en se basant notamment sur les IQSS. Et il y a eu un travail d'automatisation, alors le plus possible, parce qu'on ne peut pas tout faire, avec notre logiciel, donc HM, pour récupérer des données dans le dossier pour pouvoir générer une lettre de liaison avec des champs de fusion. Donc, il y a eu un gros travail de fait et auprès des médecins pour que certaines informations soient bien notées au bon endroit pour qu'on puisse ensuite les récupérer dans cette lettre de liaison et inclure notamment la partie somatique. Il a été décidé en des CME et c'est important que c'était le médecin psychiatre qui validait la lettre, même s'il y avait la partie somatique qui était inclue dans la lettre. On a testé dans plusieurs services pour voir si ça fonctionnait. L'échantillon, on a réadapté. Il y a eu plusieurs allers-retours auprès des services qu'on testait avant de généraliser. Et on a mis en place un indicateur mensuel du suivi des taux de lettres de liaison. Alors, on a encore des progrès à faire. Et de temps en temps, ça rebaisse. Donc là, je vous ai fait un comparatif du premier trimestre 2025 et du premier trimestre 2026. Où on a regardé, voilà, à chaque fois donc les lettres de liaison dans les délais. Donc les délais, c'est à la sortie du patient ou éventuellement avant. C'est le cas notamment dans notre SMR Addicto où on est sur du long séjour. Donc souvent les lettres sont faites un petit peu quelques jours avant la sortie. Donc, vous voyez, on a quand même bien progressé sur les délais. Voilà, on a quand même encore des lettres de liaison qui sont non réalisées et encore certaines hors délai. Donc, ces indicateurs sont envoyés tous les mois par service. Là, c'est le global en fondation, mais chaque service a son indicateur.
Donc, et ce qui a permis aussi des fois de comprendre, parce qu'il y a eu des fois, par exemple, des médecins qui nous ont interpellés en disant, mais moi, la lettre, je la fais, pourquoi on est sur un taux aussi faible? Bah, parce qu'en fait, ils ne pensaient pas la valider, elle était faite, mais elle n'était pas validée, donc bah, derrière, ça n'apparaissait pas comme lettre de liaison de réaliser. C'est des petites choses comme ça qu'on a pu adapter, le fait de faire un indicateur par service. Donc ça, c'est un exemple d'action. Un autre exemple d'action qu'on a mis en place, c'est sur la surveillance de la traçabilité des isolements. Donc en fait, lors de la certification en mars, on a eu des écarts sur ce sujet-là, où en fait les surveillances des isolements n'étaient pas retrouvées dans les dossiers. Donc ça ne voulait pas dire qu'elles n'étaient pas faites par nos professionnels, mais en tout cas, il n'y avait pas cette traçabilité. Donc on a mis en place un indicateur mensuel de la traçabilité de ces surveillances, diffusé pareil, service par service qui sont concernés par les isolements et la contention. Donc en fait, c'est grâce à ce que j'appelle la pancarte, le plan de soins en fait où les soignants vont, par exemple, si c'est une prescription d'isolement toutes les 30 minutes, bah, vont tracer qu'elles l'ont bien faite toutes les 30 minutes. Et donc avec le DIM, donc on a mis un petit peu de temps à le construire l'indicateur pour qu'il soit fiable. Et donc maintenant, cet indicateur est envoyé tous les mois dans les services. Et là, on a une bonne progression puisque avant cette mise en place de ces indicateurs, on avait 21% des isolements qui n'étaient pas tracés et 6 mois après, on n'est plus qu'à 6%. On l'a même affiné au cours de la mise en place où on a eu des questions notamment et des interrogations sur le jour et la nuit. Parce que pour les professionnels, ils pensaient que certains, c'était plus difficile sur la nuit parce que ça impliquait de parfois réveiller le patient ou d'être vigilant quand on allait vérifier si le patient allait bien au moment de l'isolement. Donc, ils étaient embêtés. Et donc, voilà. Donc, on a travaillé là-dessus. Et donc, on a même séparé l'indicateur. On a regardé ce qui se faisait sur le jour et la nuit. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, dans certains services, c'était le cas, mais dans d'autres, pas du tout. C'était pas une question de jour et nuit. Donc, ça a permis aussi d'objectiver et d'accompagner les équipes sur ce sujet-là. Sur la restriction de liberté, donc là, il faut savoir que ce critère-là, dans l'ancien manuel, c'était le même critère que l'isolement contentieux, qui était un critère impératif. Donc en fait, on a eu beaucoup de d'anomalies sur ce sujet-là parce que tout était globalisé. Donc on avait des soucis sur nos unités fermées, nos unités libres qui étaient fermées. Notamment sur des structures un peu particulières où on accueille des patients avec des troubles de déficience intellectuelle assez importants, et notamment une unité TSA qui pourrait être l'équivalent d'une masse, enfin voilà, passer côté médico-social, où c'est des unités du coup qui sont libres et qui sont fermées, alors par sécurité de certains de nos patients. Donc voilà, qui ont été mis en évidence par la visite de certification et du coup sur tout ce qui était retrait des affaires personnelles. Donc voilà, on a certains services qui, par peur, ça revient un petit peu, je pense, au travail qu'a fait le Rouvray sur l'évaluation du risque suicidaire, a tendance à enlever tout, les affaires personnelles en systématique parce que on a peur que le patient qui a risque suicidaire aille piquer le cordon du patient qui n'est pas à risque suicidaire et qui est dans la chambre d'à côté. Donc voilà, donc on est en train de travailler, le travail n'est pas fini sur l'évaluation du risque suicidaire et le retrait des affaires personnelles, justement pour essayer de protocoliser un petit peu ça et de retirer les affaires personnelles, pas en systématique, et de rassurer les équipes sur ce sujet-là. Et donc, on a aussi mis en place des placards fermés au sein des unités de soins pour justement, pour les patients qui peuvent garder leurs affaires personnelles, que ça soit sécurisé pour pouvoir aussi éviter que ça soit accessible aux autres patients. Et on travaille en parallèle sur les temps d'hypostimulation et d'apaisement. Donc en fait, sur nos unités dont je vous ai parlé là, qui sont libres, mais qui sont quand même des unités fermées, on a beaucoup de patients qui, du coup, par leur pathologie et leurs troubles, ont besoin de temps d'hypostimulation un petit peu cadrés. Parce que sinon, la fin de journée va être compliquée, ils peuvent décompenser, certains peuvent faire des crises d'épilepsie, voilà. Et puis, on a aussi pas mal de situations où
pour éviter l'escalade de la violence, ils ont besoin des temps d'apaisement. Donc, ces temps d'hypostimulation et d'apaisement sont souvent faits dans les chambres des patients. Ce sont des patients qui sont institutionnalisés, hein. Certains sont là depuis 15 ans, 20 ans. Et du coup, on a travaillé avec les professionnels. Donc, on a fait pas mal de terrain d'observation avec le un médecin gestionnaire des risques dans ces services-là pour regarder comment ça fonctionnait. Et on travaille avec eux sur le temps d'endormissement pour pouvoir mettre en place une surveillance plus adaptée. Et il y a eu un gros travail en parallèle par le médecin-chef du service pour intégrer ces temps d'hypostimulation et d'apaisement dans le projet de soins. Donc, ce sont des patients qui sont là en long séjour, qui sortent pas, enfin très peu. Certains retournent un peu en famille, mais c'est quand même très très ponctuel. Et donc, le médecin a travaillé en partenariat avec les tuteurs, parce que beaucoup de nos patients sont sous tutelle, et les familles quand elles sont présentes, justement sur ces temps d'hypostimulation, ces temps d'apaisement, où parfois on est amené à fermer la porte de la chambre pour pouvoir réaliser ce temps d'hypostimulation. Donc voilà, donc il y a tout un travail et donc c'est travaillé dans le projet de soins et ce projet de soins est revu tous les ans avec les familles et les tuteurs pour voilà, justement échanger entre la partie sécurité, la partie projet, pourquoi parfois on est amené à fermer une porte de chambre, voilà, le temps de l'hypostimulation pour pouvoir la rouvrir une fois que le patient dort. Enfin voilà, tout ce travail-là est fait en partenariat avec les familles et les tuteurs. L'autre action sur le projet de soins, donc ça, c'était pas une fiche anomalie, mais c'était une remarque qui nous avait été faite et on l'avait nous-mêmes identifié lors de nos patients traceurs et parcours traceurs, que notre projet de soins était éparpillé dans le dossier patient, notamment dans les observations et que c'était difficile de s'y retrouver. Et donc, du coup, avec un risque quand même de perte d'informations sur les dossiers. Donc, pareil, il y a eu un travail de fait donc, qui est piloté par les médecins, mais en lien aussi avec les paramédicaux. Mais au départ, ça a émané de notre médecin gestionnaire des risques. Donc, il a été décidé de travailler sur 3 projets de soins proposés. Donc, un spécifique à Dicto, un pour les enfants, un pour les adultes. Alors, on n'a pas voulu créer un formulaire très contraint sur notre dossier patient. L'idée, c'est quand même de définir des items minimums dans ce projet de soins. Donc, classique, hein, c'est la fiche pédagogique, on n'a rien à inventer. Évaluation médicale, psychologique, sociale, autonomie et puis tout ce qui est réhabilitation, rééducation. De définir un emplacement unique sous le dossier patient et que ça soit pas noyé dans les observations. Et après, que chaque professionnel et chaque service se l'approprie. Donc, voilà, l'objectif, c'est pas d'imposer un formulaire unique, mais que, bah, en fonction, évidemment, si vous êtes sur de la réhab de proximité, ça va pas être la même chose que si vous êtes sur de la réhab de long séjour, voilà. Donc, et sur de la dicto ou de la PEA, donc pour pouvoir quand même que les professionnels se les approprient. Voilà, je pense que j'ai terminé. Et puis, bah, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur Ah le bah, sujet. franchement, un grand merci aussi, Annabelle, pour ces retours de terrain, euh, en tout cas très riches, et j'espère que vous aussi, vous le partagez. Donc, alors c'est vrai qu'au préalable, on vous demande si vous avez des questions quand vous vous inscrivez. Il n'y avait aucune question de remontée. Alors, en attendant que vous puissiez sinon en écrire dans le chat, parce que pour l'instant, je pense que bah, vous avez été tellement clair qu'il n'y en a pas pour l'instant. Nous, on en avait, moi, j'en aurais une pour Madame Roux, parce que c'est vrai que c'était très intéressant là, tout ce travail. Vous nous avez présenté là ce protocole de prévention du risque suicidaire avec le repérage et la surveillance, et c'était de savoir comment s'est passée la mise en application dans les services, justement au niveau est-ce qu'il y a un bon retour des équipes et comment ça se passe parce que ça fait un petit moment maintenant que vous avez pu formaliser cette organisation. Oui, en effet, bah, ça fait un an. Alors effectivement, bah, on a eu un écueil. Lorsque l'on a présenté ça en réunion d'encadrement, donc où il y avait l'ensemble des cadres sup et des cadres, euh, où les retours ont été, comment je pourrais dire,
Interrogatif sur la notion de responsabilité des soignants dans le cas où ils auraient fait un mauvais niveau de repérage et que dans l'intervalle, le patient ait pu passer à l'acte. Donc voilà, une certaine frilosité à appliquer ces procédures, à mettre un niveau de repérage ainsi que des actions de surveillance liées à ce fameux questionnement de responsabilité. Euh, on a eu depuis un webinaire d'ailleurs sur notamment ce sujet de la responsabilité qui mettait en avant que la responsabilité serait largement plus engagée s'il n'y avait pas de traçabilité du repérage du risque suicidaire et a fortiori d'actions de surveillance de mener. Pour autant, l'utilisation de ces deux procédures reste marginale, donc on devra reprendre notre bâton de pèlerin pour redire que cette notion de responsabilité, finalement, on pourrait la mettre au second plan parce que il convient de tracer de toute façon, quel que soit le niveau de repérage. C'est ce que demandent les experts, c'est qu'il y ait bel et bien une traçabilité dans le DPI. Donc voilà, donc on a Très bien. encore cet exercice-là Hmm. à mener et finalement c'est jamais simple. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est propre à la psychiatrie, moi qui viens du MCO. Voilà, il y a un temps pour la psychiatrie, il y a un temps pour le MCO. Voilà, mais c'est un Très travail bien. de longue haleine. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien, merci. Merci. Pas d'autres, n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions. Alors, bah, moi, je profite en attendant aussi. Alors, une autre question pour Annabelle, pour la Fondation Bon Sauveur. Par rapport, parce que vous avez beaucoup travaillé donc sur l'isolement, et par rapport à l'isolement, un des attendus, c'est aussi même la traçabilité du débriefing en sortie d'isolement. Est-ce que ça aussi, enfin, vous avez travaillé dessus ou comment elle est organisée sinon chez vous? Alors, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce débriefing, naturellement, il est fait au sein des équipes avec le patient, en fait. Par contre, aujourd'hui, c'est cette traçabilité qui D'accord. n'est pas systématique. Ouais. Donc en fait, c'est lors de nos campagnes de traceurs où on retrouve cet item-là à peu près dans chaque traceur. Et donc on en parle de façon pédagogique. Et voilà, et on réexplique bien l'attendu. Parce qu'en fait, souvent, les professionnels ont peur. Alors c'est vrai pour l'entretien post-isolement, mais c'est vrai aussi, par exemple, pour le plan de prévention partagé ou Mm. GPS ou mesures anticipatoires de psychiatrie, enfin peu importe comment on l'appelle, où en fait les professionnels ont l'impression que faut que ça soit systématique en fait. Il faut qu'il y en ait un absolument et que on fasse voilà. Et donc on essaye de réassurer les équipes et c'est vraiment l'objectif de nos campagnes de traceurs, hein, même si ça nous permet de vérifier les attendus et voir où on en est, mais c'est aussi de faire passer des bons messages et de rassurer les équipes. Voilà. Et donc on leur dit bien que sur le débriefing l'attendu, c'est de le proposer au patient. Le patient, il a le droit de refuser ce débriefing. Mais dans ce cas-là, il faut le tracer. Et quand ils le font, on leur demande pas de faire de la littérature, en fait. On leur dit, voilà, débriefing proposé au patient. Et s'il l'a accepté, ben, c'est une ligne de ligne Mm. sur la synthèse, voilà, reprise de l'événement avec le patient. Il n'y a pas besoin de faire 50 lignes dans le dossier. Donc, on est plus dans cette approche-là. On n'a pas, pour le moment, décidé de protocoliser quoi que ce soit et de faire une procédure sur le sujet, mais plus voilà, de porter la bonne parole auprès des équipes Ok. et de leur dire voilà vraiment ce qui est attendu. Ok, et justement, tu parlais là des traceurs, parce que c'est vrai que quand tu as présenté le nombre d'audits, de traceurs de parcours que vous avez bah, finalement programmés. Alors d'ailleurs, est-ce que vous avez réussi à réaliser tout ce que vous avez prévu? Parce que ça fait quand même ça faisait un bon nombre d'évaluations. Et, et voilà, et si oui, alors comment vous étiez organisé? Parce que
Alors, les patients traceurs, oui, on les a réalisés sur le début de, je sais plus, voilà, même moi, je ne sais plus, début d'année de mémoire. Les parcours traceurs, il nous en reste encore 2 ou 3. Donc, alors là, c'est le service qualité qui organise toute la logistique. Donc, c'est mes équipes qui s'arrachent un peu les cheveux entre les disponibilités des auditeurs, des services, etc. Globalement, les gens jouent bien le jeu. Sur les traceurs ciblés, on a procédé un petit peu différemment, comme je l'ai dit au préalable. En fait, on a décidé du coup de le faire plutôt avec les gens experts. Donc, par exemple, sur la pharmacie, on s'est fixé des journées entières. On a bloqué des journées entières avec la pharmacie. Donc, le médecin-chef de la pharmacie voilà, met à disposition soit un préparateur ou un pharmacien. Et avec le service qualité, ben voilà, on va sur un site et puis on fait 5 traceurs ciblés dans la journée, médicaments, où on passe dans chaque service pour pouvoir le faire en fait. On s'organise Ok. comme ça. Sur le risque infectieux, pareil, on le fait en binôme avec l'hygiéniste. On le couple en même temps avec les événements indésirables, parce que du coup, c'est des traceurs ciblés qui sont assez courts, parce qu'on a fait le choix sur le risque infectieux de le faire dans toutes nos unités, en but compris, pour pouvoir faire passer le message sur l'hygiène des mains, le nouveau critère. Et parce que là, en psychiatrie, je pense que je suis pas la seule, mais on a un gros, gros, gros travail sur ce sujet-là. Donc, on l'adapte. Donc, par exemple, un traceur ciblé risque infectieux sur l'ambu, on fait que l'hygiène des mains et quelques questions sur les précautions complémentaires. Voilà, un patient qui arrive avec du Covid, vous faites quoi? Est-ce que vous avez les équipements? Mais on va pas du tout aborder l'ensemble du traceur ciblé, ce qui nous permet du coup de regrouper et de passer dans les services en faisant qu'un seul passage, en faisant événements indésirables, risque infectieux et observation. Mais je pense que mes équipes sont derrière leur écran. Donc, elle pourrait compléter. Voilà, c'est une gymnastique et une logistique qui est assez complexe à gérer, plus le multisite. Donc, il faut vraiment optimiser les déplacements. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Oui, merci Euh, beaucoup. ouais, merci vraiment à vous deux. Et puis aussi, on remerciera encore Nicolas Kins. Alors, juste pour terminer, parce que de toute façon, on n'a pas d'autres questions dans le chat, donc on se permet de terminer les quelques diapos avec quelques autres outils qu'on remet à disposition. Donc oui, on va aller assez rapidement, mais on a eu un coup de cœur aux Journées internationales de la qualité en décembre dernier avec le Centre hospitalier sud-francilien qui a présenté l'abécédaire, en fait, qui correspond à un abécédaire construit par les patients et pour les patients au travers d'ateliers d'une durée d'1h30 pendant 10 mois, une fois par semaine. C'est un psychologue avec sa stagiaire qui a mené ça et ça donne vraiment le résultat très intéressant et qui est confié à chaque patient à l'entrée avec le livret d'accueil et de la lettre A comme atelier à F comme fumée. Ce sont des paroles de patients et juste un exemple là que vous pourrez lire à tête reposée. Mais on a trouvé ça très, comment dire, très porteur pour les patients pour comprendre où ils arrivaient et aussi pour démystifier la psychiatrie. Donc, vous l'aurez en outil dans la communauté de pratique en accès libre. On voulait aussi, alors bien sûr, au-delà de l'électroconvulsivothérapie que vous avez aussi en guide d'entretien, vous avez aussi l'audit observation accessibilité créé par France Asso Santé qui vous permet assez rapidement de faire le point sur l'accessibilité dans vos locaux parce que c'est aussi quelque chose qui est très observé dans vos établissements lors de la certification. Oui, pas spécifique, bien sûr, à la Voilà, santé mentale, mais voilà, pour tout non, le monde, on a trouvé ouais, vraiment cette grille super bien faite et validée par France Asso Santé. voilà. Le programme, voilà, vous aurez le lien pour retrouver ce programme santé mentale 2025-2030. Un rapport comment? Ça y est, j'ai perdu le lien. C'est du contrôleur général, il me manquait le premier mot. Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Si vous avez envie d'aller écouter les petits podcasts sur les enfermés, alors c'est autant en effet la psychiatrie que les prisons, mais c'est assez intéressant. Ils laissent le micro aux patients et aux familles et aux professionnels pour expliquer leur vécu. Et ils ont rédigé un rapport
que nous vous laissons lire sur ce qu'on appelle un dossier de presse qui est accessible sur Internet. Ce qu'on voulait aussi vous dire, parce qu'on vous en a parlé tout au long de cette web rencontre, c'est que vous pouvez avoir accès à la communauté de pratique certification. L'inscription, elle est gratuite. Elle est à partir du site Internet et ça vous permet aussi d'avoir accès à un forum de discussion entre professionnels où vous pouvez échanger des outils aussi et vous poser des questions sur comment on s'organise, comment on a pu réaliser tel ou tel audit. Donc, n'hésitez pas aussi à nous transmettre au niveau de Calva vos idées, vos besoins.